Bienvenue pour cette version longue de Harry Potter à l'école des sorciers. Alors, je vais vous raconter le film en incluant les scènes modifiées ou oubliées par rapport au livre, ainsi que les différences de représentation de certains personnages. Alors je vais bien évidemment commencer par le premier tome, bien que le premier film soit très fidèle au livre puisqu'il est assez petit. Cependant, il y a quand même quelques passages différents et surtout de nombreux détails supprimés qui ont leur importance. Bon, alors vous vous souvenez probablement tous de la première scène du film. On débarque dans Private Drive avec Dumbledore et McGonagall qui attendent Hagrid pour abandonner le petit Harry sur le pas de la porte de sa tante au milieu de la nuit. Et bien, dans le livre, on démarre un peu plus tôt dans la journée et on suit un peu le quotidien banal de la famille la plus normale d'Angleterre, les Dursley. On y découvre Madame Dursley qui est décrite comme mince et blonde, avec un cou 2 fois plus long que la moyenne, qui est, je cite, « fort utile pour espionner ses voisins à travers les clôtures des jardins ». Oh bah c'est sûr, on meurt d'envie d'en savoir plus sur cette charmante Pétunia. Tout de suite! Donc après nous avoir présenté la famille, on va suivre Monsieur Dursley dans sa journée du moment où il quitte la maison jusqu'à son retour. Alors, si on s'intéresse à lui dans ce premier chapitre, ce n'est ni pour sa bienveillance naturelle, ni pour la journée passionnante qu'il va passer dans son entreprise de perceuse, mais bien parce que sur son chemin, il ne va cesser de faire face à des événements étranges, des choses inexplicables, et ça ne plaît pas à Monsieur Dursley. Bref, il rentre chez lui tout chamboulé, il essaie d'en parler à Pétunia qui préfère carrément ignorer tout ça. Puis la nuit arrive, ils se mettent au lit et c'est là qu'entrent en scène nos chers professeurs, accompagnés du petit Harry. Cette immersion dans le quotidien des Dursley permet de poser le décor et de nous faire comprendre à quel point Harry représente tout ce que cette famille déteste et pourquoi il sera rejeté et ignoré pendant toute son enfance. Voire même toute sa vie en fait. Alors la suite se déroule quasiment à l'identique dans le film et le livre, si ce n'est qu'Hagrid précise dans le livre que c'est le jeune Sirius Black qui lui a prêté sa moto pour transporter Harry. Un détail insignifiant à l'époque où le premier film est réalisé, mais un détail qui devient intéressant quand on apprend quelques tomes plus tard qui est Sirius Black. Tu demandes qui c'est? C'est un meurtrier. Ben non. On se retrouve ensuite 10 ans plus tard et, tout comme dans le film, on découvre Harry sortant de son placard à balai le jour de l'anniversaire de Dudley, le fils pourri gâté des Dursley. Au moment de partir au zoo, parce que Dudley trouve que 36 cadeaux c'est largement pas suffisant, l'oncle Vernon dit à Harry « À la moindre chose bizarre, la moindre chose, tu seras privé de nourriture pendant 1 semaine. Compris ?» Eh bien, l'oncle Vernon a ses raisons pour menacer Harry comme ça. L'auteur nous raconte quelques anecdotes prouvant que Harry se retrouve souvent dans des situations étranges, inexplicables. Et l'inexplicable, ils aiment pas beaucoup ça les Dursley. Une fois où la tante Pétunia, fatiguée des cheveux en bataille de Harry, a pris la décision de lui couper les cheveux à l'arrache avec des ciseaux, en lui laissant une frange pour cacher sa cicatrice, le malheureux s'est retrouvé avec une tête affreuse. Il a angoissé toute la nuit en imaginant les réactions de ses camarades et s'est réveillé le lendemain avec la même touffe de cheveux qu'il avait avant de passer entre les mains de Pétunia. Autre anecdote, un jour, Harry est poursuivi, comme d'habitude, par Dudley et ses gorilles de copains et en tentant de les réchapper, il se retrouve, comme par magie, sur le toit de la cantine hors de portée de son cousin. Bref, tout ça s'est dû passer, Harry a promis que tout allait bien se passer. Ils partent tous au zoo. Une fois là-bas, Dudley et son père se comportent comme des hommes respectables. Bouge! Bouge! Et Harry tape la discute à un serpent de la façon la plus normale du monde. Est-ce que tu m'entends? Alors, dans le livre, Harry se contente de libérer le serpent, qui va ensuite effrayer Dudley et s'enfuir. Mais il faut avouer que la version du film est un peu plus épique. Alors, on avance un peu plus et on arrive au moment où Poudlard essaie désespérément d'envoyer sa lettre d'admission à Harry. Alors, je dis désespérément
Parce qu'ils vont finir par employer des moyens de plus en plus farfelus pour faire parvenir sa lettre à Harry. Après avoir essayé de les faire passer par la boîte aux lettres, normal, les contours de la porte d'entrée, la fenêtre des toilettes, ça commence à devenir chelou. Ils finissent par tenter de les dissimuler à l'intérieur des œufs qui venaient d'être livrés aux Dursley. Ah oui, c'est extrême comme technique. Mais ça suffit toujours pas. Bon, après avoir vu son salon envahi de lettres passées par la cheminée, l'oncle Vernon craque totalement. Il perd carrément son sang-froid et décide qu'ils vont... Partir très loin, là où elles ne pourront pas nous trouver. Papa a perdu la tête, n'est-ce pas? Oui, Dudley. En effet. Dans le livre, on nous explique un peu mieux leur parcours pour fuir la maison. Ils roulent toute la journée, prennent une chambre d'hôtel, roulent encore le lendemain en faisant des allées, des retours, pour semer on ne sait qui ou quoi finalement, et finissent par prendre une petite barque pour atteindre enfin un endroit chaleureux et accueillant. Bon, vous le savez, même dans cet endroit totalement inaccessible et coupé du monde, Hagrid finit par les trouver. Il découvre que Harry ne sait rien sur rien et lui dit « Tu es un sorcier, Harry. » Harry le croit, ce qui, à mon avis, prouve à quel point il est désespéré à l'idée de vivre avec les Dursley, parce que moi, je vois débarquer un demi-géant barbu vêtu d'un manteau de la taille d'un chapiteau et d'un parapluie rose qui me dit que je suis une sorcière, je suis pas sûre d'avoir la même réaction. Le fait est que le lendemain matin, pendant que la famille du bonheur dort dans la pièce à côté, Harry fugue avec Hagrid et part en direction de Londres pour acheter ses fournitures scolaires. Bon là c'est le moment où ça devient génial, parce qu'on découvre l'univers des sorciers avec Harry. On va acheter une chouette, un chaudron, une baguette magique, on est tout émerveillés. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. Alors, il y a dans le livre une petite scène supplémentaire où Harry fait la rencontre de Malfoy dans la boutique de robes de sorcier. Alors, aucun d'eux ne sait qui est l'autre, bien sûr, mais Malfoy va se montrer prétentieux, il se moque de Hagrid, il s'inquiète surtout de savoir si les parents de Harry étaient bien des sorciers avant de mourir. Enfin, bref, il laisse une très mauvaise première impression à Harry. Bon, alors vous le savez, dans les films, la vie est toujours plus simple que dans la réalité. Dans les films, après avoir acheté ses fournitures, Harry se retrouve à la gare de King's Cross pour prendre le Poudlard Express et hop, direction Poudlard, sans dire au revoir aux adorables Dursley. Magnifique, n'est-ce pas? Mais malheureusement pour lui, dans le livre, c'est un peu plus compliqué. En effet, Hagrid a déboulé dans la vie de Harry le jour de son anniversaire. Or, l'anniversaire de Harry étant le 31 juillet et la rentrée le 1er septembre, si vous faites le calcul, vous réalisez que le pauvre petit va devoir retourner passer un mois entier chez son oncle et sa tante. Alors, Harry rigole beaucoup moins à ce moment-là. D'abord, parce qu'Hagrid le laisse tout seul dans le train en direction de Private Drive, avec dans les bras des robes de sorcier, des livres, un chaudron, une chouette. Imaginez un petit peu le tableau. Mais en plus, devoir retourner chez les Dursley, comme si de rien n'était, après s'être enfui avec Hagrid qui venait de faire pousser une queue de cochon à Dudley, ça doit pas être évident. Bon, la suite vous la connaissez, Harry se retrouve finalement à la gare de King's Cross, il y rencontre Ron et sa famille, tout se déroule à peu près de la même façon dans le film et le livre, à part quelques détails mais je vais pas trop m'attarder dessus, sinon on va y passer Noël. Bref, ensuite on rencontre Hermione, qui va être la tête pensante de leur petit groupe. Alors, je dis tête pensante, pour ne pas dire... Insupportable, je sais tout. Oui, non, parce que dans les films, elle a bien sûr ce côté intello, voire surdoué. Mais c'est fait de façon plutôt cool, elle est sympa, Hermione. Alors que dans les livres, elle est fatigante. Maintenant, si ça vous dérange pas, je vais me coucher avant que l'un de vous ait encore une brillante idée pour nous faire tuer. Ou pire, nous faire expulser. Ron, quant à lui, est plutôt malin dans les livres. Enfin, aussi malin que Harry, quoi. Ils sont assez débrouillards tous les deux. Par exemple, c'est lui qui a l'idée d'utiliser Wingardium Leviosa face au troll. Bon, alors que dans les films, des fois, Ron...
C'est un peu le gars, on se demande ce qu'il fout là, et lui aussi. Regardez tous, Miss Granger a réussi. Non mais pareil pour Harry. Des fois il est un peu limite. Œil de lapin et ballon gomme, change ce verre d'eau en verre de rhum. Qu'est-ce que Simus cherche à faire avec ce verre d'eau? Le changer en rhum. Oh non mais cette scène me tue, mais à chaque fois. Bon alors, tant qu'on est à parler des personnages, je peux pas passer à côté de Rogue, qui a lui aussi été adouci pour le film. C'est vrai qu'on a l'habitude de ce personnage un peu sinistre, qui est toujours désagréable avec Harry. Mais dans les livres, il n'est pas juste désagréable. Il est souvent mauvais et très souvent injuste. Navre. Il y a par exemple ce passage, pendant leur premier cours de potion, où Neville mélange les ingrédients de sa potion dans le désordre, il fait fondre son chaudron et se retrouve avec des furoncles sur le corps. À ce moment-là, Rogue demande à Harry, qui préparait sa potion à côté de Neville, pourquoi il ne l'a pas prévenu qu'il faisait une erreur, comme si Harry était capable de détecter une erreur en potion. Et estimant que Harry avait sûrement fait ça pour se donner l'air plus brillant, il lui enlève un point de maison. Ah oui, c'est totalement gratuit. Il y a une autre scène où Harry emprunte un livre à la bibliothèque et décide d'aller le lire dans la cour avec Ron et Hermione. À ce moment-là, Rogue arrive et il dit à Harry qu'il est interdit d'emporter les livres de la bibliothèque en dehors des murs de Poudlard et il lui enlève tranquillement 5 points. Et c'est comme ça tout le temps. Dans le livre, il n'est pas juste menaçant, il montre une véritable haine envers Harry. J'aimerais vous parler aussi un petit peu de Dumbledore. Alors, je trouve la version de ce premier film très fidèle à celle du livre, puisqu'on retrouve le côté rassurant, apaisant du personnage, mais aussi l'aspect grand sorcier. Il y a de la puissance qui émane de lui. Mais je trouve qu'il manque son petit côté excentrique dans cette représentation. Dans le livre, il se donne un genre un peu savant fou, qui est amusant à lire, mais qui lui permet aussi de cacher certaines choses ou d'éviter certains sujets. Il y a cette scène au tout début, quand il est dans Private Drive avec McGonagall. Elle lui exprime en quelque sorte l'admiration qu'elle a pour lui, en lui disant que ses pouvoirs sont bien supérieurs à ceux de Voldemort, mais que lui a trop de noblesse pour s'en servir. Dumbledore lui répond alors qu'il n'a jamais autant rougi depuis le jour où Madame Pomfresh lui a dit qu'elle trouvait ses cache-oreilles ravissants. Il se donne un côté petit garçon comme ça pour éluder un peu le sujet. Autre exemple, lorsque Harry demande à Dumbledore ce qu'il voit quand il regarde le miroir du Riséd, miroir reflétant notre désir le plus profond, il lui répond qu'il se voit avec une bonne paire de chaussettes en laine à la main parce qu'on manque toujours de chaussettes. Et hop, encore une pirouette pour se détourner des sujets un peu plus sérieux. Bon, après des fois il est naturellement extravagant, comme dans la scène du banquet de début d'année où après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux élèves, il annonce vouloir dire quelques mots, les voici, puis invite tout le monde à s'asseoir et à manger. Alors j'ai cherché une signification à ces mots en pensant que peut-être il y avait un message caché, et que toute l'intrigue finale nous était révélée là, mais j'ai rien trouvé du tout, donc je pense que des fois il est juste un peu fou, et c'est ça qui le rend attachant aussi. Crotte de nez. Maintenant, si vous avez une explication, dites-moi, je suis hyper curieuse d'avoir votre avis. Enfin, revenons donc à l'histoire principale. Donc après avoir suivi Harry dans sa première semaine de cours à Poudlard, on arrive à une scène qui est très différente dans le livre. Dans le film, la façon dont nos 3 rigolos font la rencontre de Touffu est un peu bâclée. Ils se retrouvent par hasard dans le couloir du 2e étage et au lieu de rebrousser chemin, ils vont au bout du couloir. Bon, en réalité, Malfoy est jaloux de la popularité de Harry et décide donc de le provoquer en duel et l'invite à le rejoindre dans la salle des trophées au milieu de la nuit. Bien sûr, Harry relève le défi alors qu'il connaît pas un seul sortilège. Ron se propose de le remplacer si jamais il est tué. Toujours le bon pote Ron. Et évidemment, Hermione harcèle les garçons pour qu'ils abandonnent cette idée. Bon, alors là vous vous dites, tiens, Malfoy fait preuve de courage, c'est incroyable. Pas du tout. N'oublions pas que contrairement à Harry, qui est chez les Gryffondor réputé pour leur courage, Malfoy lui est un Serpentard, qui sont connus pour être plutôt malins, voire sournois. C'était donc un traquenard, et plutôt que de venir lui-même, il a préféré raconter à Rusard que des élèves allaient se promener vers la salle des trophées pendant la nuit. Notre petit groupe constitué de Harry, Ron, Hermione, mais aussi Neville qui s'est retrouvé
involontairement mêlé à cette histoire, va donc partir en courant pour tenter d'échapper au concierge quand il réalise que c'était un piège. Et c'est là que notre groupe de joyeux lurons tombe nez à nez avec Touffu et repart terrifié vers la salle commune de Gryffondor. Bon, comme je vous l'ai dit au début, il n'y a quasiment pas de scène importante qui ne soit pas dans ce premier film, alors je me permets de parler d'une petite scène un peu insignifiante, mais agréable à découvrir. Je vais donc vous raconter le premier Noël digne de ce nom de Harry. J'ai reçu des cadeaux? Oui. En se réveillant le 25 décembre, il découvre au pied de son lit un pull tricoté par Madame Weasley et une cape d'invisibilité, ça, on s'en souvient. Mais c'est pas tout. Tous ses proches ont pensé à lui. Hagrid lui offre une flûte en bois taillée à la main, Hermione une grosse boîte de choco-grenouille, et même les Dursley lui font un cadeau. Une pièce de 50 pence. C'est vraiment une belle attention de leur part. Bon alors on avance un peu dans le temps, et on arrive au moment où les trois rigolos découvrent que Hagrid s'est mis en tête d'élever un dragon dans sa cabane en bois. Alors, dans le film, tout se passe assez facilement puisqu'on voit Norbert le dragon éclore, puis on apprend un peu plus tard qu'il a été envoyé en Roumanie avec le frère de Ron par Dumbledore. Norbert est parti. Dumbledore l'a envoyé en Roumanie, vivre dans une colonie. Eh bien, dans le livre, après avoir vu naître Norbert, ils aident Hagrid à s'occuper du dragon qui grandit extrêmement vite et triple de volume en une semaine. Le problème, c'est que Hagrid, très sensible, est aveuglé par l'amour qu'il porte au petit dragon et ne se rend pas compte de la situation qui pourrait très vite s'aggraver puisque non seulement à ce rythme-là, dans un mois, il aura atteint sa taille adulte, mais en plus, Malfoy a découvert le secret et pourrait le révéler à tout moment. Oh mon petit Norbert. C'est donc bien évidemment à Harry et ses deux collègues de prendre la situation en main. Ils décident de contacter Charlie, le frère de Ron, par courrier pour organiser un transfert et aident Hagrid à nourrir Norbert au quotidien. Alors, quelques jours avant le transfert, Ron se fait mordre par le dragon et évidemment, c'est un dragon venimeux, donc sa main double de volume et devient verte et il termine à l'infirmerie alité pour plusieurs jours. C'est donc Hermione et Harry qui se retrouvent à transporter Norbert dans une boîte, sous la cape d'invisibilité, le samedi soir à minuit, pour retrouver les amis de Charlie en haut de la tour d'astronomie, afin de se débarrasser du dragon. Oh oui, c'est un plan qui peut tourner mal de 1000 façons différentes. Alors, juste avant d'arriver à la tour, il voit passer Malfoy, maintenu par une McGonagall furieuse, qui décide d'enlever 20 points à Serpentard et de mettre Malfoy en retenue pour vagabondage. Oui, parce que j'ai oublié de préciser que plus tôt dans la journée, Malfoy est venu se moquer de Ron à l'infirmerie, il lui a emprunté un livre, et bien sûr, le livre dans lequel Ron avait laissé la lettre avec le lieu et l'heure du rendez-vous. Ça peut jamais être simple avec eux. Bref, ils arrivent au sommet de la tour, ils donnent Norbert aux amis de Charlie, en plus, Malfoy s'est fait choper par McGonagall, bref, tout est bien qui finit bien et ils peuvent enfin retourner dormir sur leurs deux oreilles. Non, ce serait trop beau pour être vrai. Non, les deux imbéciles ont oublié la cape d'invisibilité en haut de la tour et sont repartis bras dessus, bras dessous, comme s'ils n'étaient pas en train de se balader dans les couloirs au milieu de la nuit. Et évidemment, McGonagall leur tombe dessus. Bonsoir. Alors, dans le livre, elle n'est pas toute seule parce qu'elle a aussi croisé Neville en chemin, qui était sorti de son dortoir pour prévenir Harry qu'il avait entendu Malfoy dire qu'il cherchait à le coincer. Bref, c'est un bazar la nuit à Poudlard, il y a une circulation de dingue. Elle décide donc de retirer 50 points chacun aux 3 Gryffondor et de les envoyer en retenue avec ce cher Malfoy. Alors, autant vous dire que c'est pas la fête chez les Gryffondor qui se réveillent le lendemain matin et découvrent en passant devant les sabliers qu'en une nuit, ils ont réussi à perdre 150 points et se retrouvent donc bon dernier dans la course pour la Coupe des 4 maisons. Harry, qui était jusqu'à présent admiré par toute l'école, devient l'idiot qu'on adore insulter quand on le voit passer. Pour la suite de l'histoire, tout se déroule de façon à peu près similaire dans le film. La retenue dans la forêt interdite, les 3 rigolos qui décident d'aller sauver le monde en passant sous la trappe gardée par Touffu, les différentes épreuves à affronter, à savoir le filet du diable, les clés ensorcelées et enfin l'échiquier géant.
Eh bien c'est là que se trouve la dernière scène oubliée de ce premier film. En effet, Ron vient de montrer ses talents de joueur d'échecs et il s'est sacrifié. Seulement dans le livre, Hermione ne décide pas juste de rester avec Ron pour le réconforter. Et heureusement pour Harry, qui sinon n'aurait jamais réussi à atteindre Quirrell. Il y a en fait une dernière épreuve à affronter, et il s'agit de l'épreuve préparée par le professeur Rogue. Il s'agit donc, bien évidemment, de potions, mais aussi de réflexion et de logique. Oui, les 3 points forts de Harry. Qu'est-ce que Simus cherche à faire avec ce verre d'eau? Changer un rhum. Harry et Hermione se retrouvent donc face à une table sur laquelle sont posées 7 bouteilles de différentes formes. Une fois entrés dans la salle, des flammes violettes surgissent derrière eux et des flammes noires apparaissent sur la porte de devant. Sur la table, il y a une note contenant des indices, écrits sous forme d'énigmes, permettant de traverser les flammes. Parmi des vins d'ortie et des poisons, il y a une bouteille permettant d'aller en avant et une bouteille permettant de rebrousser chemin. Alors bien sûr, Harry est totalement largué, mais heureusement pour lui, au bout de 2 minutes, Hermione trouve la solution et donne à Harry la fiole permettant d'aller de l'avant, qui ne contient qu'une gorgée, et récupère celle qui lui permet de retourner en arrière. Alors, c'est un peu dommage que cette scène disparaisse totalement de ce premier film, mais j'imagine qu'ils ont estimé qu'Hermione avait suffisamment eu d'occasion de prouver son intelligence. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Alors voilà, pour la fin, tout est très fidèle au livre, si ce n'est qu'ils ont un peu modifié la conversation de fin entre Dumbledore et Harry. Dans le livre, Harry demande pourquoi Rogue le déteste autant, et Dumbledore lui répond qu'il détestait son père, et qu'il a cherché à le protéger de Quirrell parce qu'il se sentait redevable envers James, qui lui avait sauvé la vie autrefois, sans préciser les circonstances de ce sauvetage. Harry demande aussi pourquoi Voldemort a voulu le tuer lui, le jour où ses parents sont morts, et Dumbledore lui explique qu'il ne peut pas lui répondre maintenant, qu'il préfère attendre qu'il soit prêt. En fait, je pense que le film avait essentiellement pour but de donner vie à l'univers fantastique de J.K. Rowling, et comme c'était un film pour enfants, ils ont un peu moins insisté sur les détails plus profonds de l'intrigue, ce qui annonce des sujets plus graves à venir. Ça fait drôle de rentrer chez soi. Pas vrai, Harry? Je ne rentre pas chez moi. Pas vraiment. Cette première version longue est terminée. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour la version longue de Harry Potter et la Chambre des Secrets. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous!